De la prospective, elle n'a pas pour objet de prédire l'avenir. Elle n'a pas pour objet non plus de le dévoiler, mais de nous aider à le construire, avec l'idée que l'avenir se construit. L'avenir n'est pas un déjà là qui est donné et qui marche inexorablement vers nous. Il est au lieu des possibles. Rêver, collaborer et se mettre en action pour un Sahel souhaitable à l'horizon 2040. Vous écoutez à présent le podcast Sahélien-Sahélienne 2040, porté par le campus de l'Agence française de développement. Ce podcast donne la parole à des personnalités inspirantes pour nous éclairer sur les enjeux de la région et décrypter ensemble le Sahel d'aujourd'hui et de demain grâce à la prospective positive. C'est parti, laissons place aux discussions. Bonjour, je m'appelle Jean-David Naudet, je suis chargé d'études à l'Agence française de développement et je reçois aujourd'hui Bakary Samb dans le cadre de la première saison du podcast Sahélien-Sahélienne 2040. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Bakary Samb, vous êtes directeur du Timbuktu Institute, African Center for Peace Study, qui est présent à Dakar et à Bamako. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Vous avez travaillé pour l'université, vous avez travaillé pour de nombreuses institutions internationales, pour les think tanks que je viens de citer. Vous avez participé à la vie publique par de nombreux articles et participations dans les médias. Vous avez écrit également un certain nombre d'ouvrages, notamment Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc en 2011, Boko Haram du problème nigérian à la menace régionale en 2015 et Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique. Merci de répondre aux quelques questions que je vais vous poser pour le podcast Sahélien-Sahélienne 2040. La première de ces questions, qui est au cœur de ce programme, qui est un programme de prospective, qu'on voudrait vous poser est la suivante. Quelle est votre vision d'un futur souhaitable en 2040 pour la région sahélienne ? Merci. Pour 2040, je rêverais d'un Sahel qui se retrouve dans ce que nous sommes, mais ouvert aussi aux apports du monde dans le cadre d'un dialogue constructif, d'un Sahel où régnera la paix, où le développement sera une réalité, mais une réalité endogène dans le cadre d'un dialogue avec les autres paradigmes ailleurs. Je rêve d'un Sahel où les jeunes seront débarrassés de la manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques ou de la substitution du religieux face à la faillite du politique pour construire des États solides, construire un environnement de paix, un environnement où ils pourront s'épanouir en dehors de toutes les autres pesanteurs, mais aussi libérés des contraintes de ce que j'appelle un entêtement constant vers le passé. Mais j'aimerais aussi un Sahel où les droits des femmes seront garantis, où les jeunes ne seront plus un problème, mais une solution pour leur pays. Je rêve enfin d'un Sahel qui sera dans un rapport sud-nord plus constructif, plus respectueux de nos apports, plus respectueux de nos stratégies endogènes dans le cadre d'une co-construction et loin de la situation actuelle, loin des relations de domination. Un Sahel non fermé sur lui-même, ouvert aux autres, mais un Sahel regardé en tant que ce qu'il est pour véritablement s'inscrire davantage dans cette dynamique de co-construction, dans le respect de nos dignités, dans le respect de nos différences. Beaucoup d'interrogations pointent à l'horizon. Les interrogations ne doivent pas nous faire peur, nous devons les affronter avec lucidité, sortir de tous les types de populisme et de nationalisme et regarder notre avenir en face, et un avenir fait de nos apports respectifs, un avenir qui se construira en se débarrassant, si j'ose dire, des pesanteurs du passé, et nous ne sommes pas prisonniers de ce passé-là. Nous libérer de la charge et du fardeau du passé pour en faire un socle sur lequel nous nous appuyons pour construire l'avenir. Merci Bakary Samb pour cette vision inspirante de
de l'avenir du Sahel, mais aussi pour ce rappel à la réalité présente et aux difficultés de la situation présente. Peut-être pour revenir sur cette situation et tout en ayant la vision de l'avenir, comment est-ce que vous analysez aujourd'hui la crise? Est-ce qu'il faut la qualifier d'ailleurs, ça fait partie de la question de crise sécuritaire au Sahel? Et comment voyez-vous des voies pour progressivement échapper à cette crise sécuritaire ou à cette crise multiforme que vit la région? La crise que vit la région ne doit pas être seulement analysée à partir des données actuelles. J'ai parlé tout à l'heure d'un passé qui devait être un socle. Je crois qu'il faut d'abord que les Sahéliens réalisent l'étendue des efforts à accomplir pour régler cette crise-là, mais il faut aussi les partenaires du Sahel comprennent qu'ils ont au moins 40 ans de retard au Sahel et qu'on reconnaisse ensemble les erreurs du passé. Ces erreurs datent de la période des grandes sécheresses. Les partenaires internationaux, notamment européens, américains, etc., n'avaient pas de solution pour le Sahel parce qu'eux-mêmes frappés par la crise pétrolière, la crise financière qui s'en est suivie. Mais aussi que nous, Sahéliens, et nos partenaires reconnaissions l'étendue des dégâts causés par les politiques d'ajustement structurel qui nous ont inspiré des non-solutions, c'est-à-dire investir le moins possible dans la santé, dans l'éducation, faire de la libéralisation des économies une base de construction d'une société qui se développe. Et en ce moment-là, c'est justement en ce moment-là que aussi bien les États que leurs partenaires ont perdu le contrôle et que les acteurs religieux ou présentés comme tels ont remplacé les États, se sont substitués à eux, ont assuré les services sociaux de base et finalement ont réussi ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est-à-dire la conquête des cœurs. Et c'est sur cette conquête des cœurs qu'ils ont pu imposer l'extrémisme, imposer des idéologies exogènes qui viennent comme éléments déstructurants de ce que nous étions, mais que véritablement cette crise sahélienne doit être appréhendée par la reconnaissance des erreurs, soit des erreurs commises ensemble ou des erreurs commises de part et d'autre, pour que véritablement qu'on commence à avoir un diagnostic serein, un diagnostic objectif, parce que ce dont j'ai l'impression, c'est que nous sommes en train de nous attaquer aux symptômes d'un mal profond, tout en voulant oublier les racines du mal. Et ces racines du mal, à mon avis, s'appellent des politiques imposées, comme les politiques d'ajustement structurel, s'appellent le désengagement de l'État. Cela s'appelle aussi un développement pensé ailleurs et imposé sur le terrain. Et c'est ce qui a produit justement ce que j'appelle très souvent ce conflit de perception du conflit sahélien entre les conceptions internationales de cette crise-là et les perceptions locales. Merci. Donc, désengagement de l'État, montée du radicalisme religieux, perte de repères, politique imposée par le Nord. Vous avez réuni, si je n'en oublie pas, les quelques-unes des causes de la situation actuelle. Quelles seraient les voies et les acteurs du changement qui pourraient modifier, renverser ces tendances et remettre la région sur le chemin d'une évolution positive vers la paix, vers le développement ou vers l'avenir comme on en évoquait en introduction de cette interview? Je pense qu'un point de départ important serait la valorisation des stratégies endogènes et leur prise en compte comme ayant la dignité de solutions viables. Je pense que aussi la principale difficulté dans cette recherche de solutions au Sahel se trouve dans ce que j'appelle ce conflit de perception du conflit et aussi la difficulté qu'aussi bien les Sahéliens que leurs partenaires internationaux. Je disais récemment, par exemple, pour un partenaire assez important dans le Sahel qui est la France, que contrairement à ce qu'on peut penser, le Sahel n'est pas un sujet facile pour la France parce qu'elle doit constamment y gérer l'urgence et l'histoire en même temps. Et dans cette configuration-là, je crois qu'il est important de donner leur importance dans ces deux temporalités. La gestion mémorielle qui est, à mon avis, très importante. Moi, je dis très souvent que certaines choses qu'on me cite comme étant à la source du malentendu ne sont pas pour moi mon histoire, mais c'est ma mémoire. Et je crois que l'autre chose, c'est que véritablement qu'on prenne la peine
d'ausculter, en tout cas de sonder le cœur du Sahel. Au-delà de ces dirigeants sur la malgouvernance, sur des potentats qui sont là depuis des années, qui n'ont pas pu faire bouger leur pays par rapport à des régimes corrompus, etc. Mais c'est qu'au cœur de tout cela, il y a tout le temps des initiatives positives portées par ce qu'on appelle la société civile, mais qui, à mon avis, mériterait d'être redéfinie autrement et de ne pas être encore, si on veut que cette société civile puisse être porteuse de solutions, qu'on l'appréhende non seulement à travers encore des paradigmes importés, mais qu'on voit ce que c'est que des sociétés civiles africaines endogènes. En 2009, au Mali, j'avais conduit une étude sur les formes de sociétés civiles endogènes et qui sont à distancier, en tout cas à différencier avec ce qu'on appelle la société civile importée ou en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctionnaires de la société civile. Je pense qu'au cœur de l'Afrique, il y a des initiatives quotidiennes, parfois négligées par la sphère médiatique, parfois non prises en compte par les critères et les indicateurs servant à mesurer des performances, etc., mais que véritablement, cela va requérir de notre part une humilité face à nos efforts insuffisants de compréhension de l'autre et de son fonctionnement, et sortir de la perspective tendancieuse non pas dans le sens de tendancieux, mais à vouloir imposer des tendances. Au début de la Covid-19, j'avais vu un centre d'études européen, en tout cas occidental, parler des tendances à surveiller sur l'Afrique. Et cette approche, par exemple, ne prenait pas en compte le fait que certaines forces sociales en Afrique, certaines structures, certains intellectuels étaient dans la logique de tendance à créer. Et je pense que la résilience de l'Afrique face à la Covid, alors qu'on nous prédisait des millions de morts, alors que les Africains avaient pris conscience de leur faiblesse, cette prise de conscience des faiblesses a été une force pour l'Afrique, ou en tout cas, on a tout de suite réalisé que la prévention était la seule phase gagnable et que cette phase a été pratiquement gagnée par des initiatives des femmes qui sont aux avant-postes, des jeunes qui ont été aux avant-postes, alors que très souvent, lorsque les analyses démographiques se penchent sur l'Afrique, on nous présente la jeunesse africaine et sa population comme étant la source de tous nos problèmes, alors que cette jeunesse, ces femmes, sont au cœur de la construction des solutions. Je crois que la société civile endogène, si j'ose dire, pas la société civile des médias ou la société civile imaginée comme celle que l'on voudrait voir émerger. Cette société civile-là, à mon avis, représente une force motrice sur laquelle on peut construire. La deuxième chose aussi, je le disais sur la transposition de paradigmes sur des sociétés dans lesquelles ces paradigmes ne font pas sens. Récemment, en parlant de la question religieuse, que l'on voit souvent comme une source de problèmes, à mon avis, les acteurs religieux prennent de plus en plus d'importance. J'étais hier avec l'imam Diko ici à Bamako et d'autres acteurs religieux. On ne peut plus considérer des sociétés sahéliennes, malgré leur laïcité, qui pourraient fonctionner sans prendre en compte cette spécificité-là. Et je disais dans un récent article, un pays qu'on montre très souvent comme un modèle laïque qu'est la France, que cette France-là, par exemple, aurait tout à gagner à apprendre des autres laïcités francophones qui n'ont pas été des laïcités de combat, mais des laïcités de consensus, des laïcités de dialogue qui ont pu aider à structurer les sociétés. Donc aujourd'hui, je crois que le problème, c'est que les porteurs de solutions sont là, mais on a tendance à projeter des problèmes, des concepts et des paradigmes sur des sociétés dans lesquelles ces paradigmes ne font plus sens et faire la sourde oreille face au bruissement et à l'émergence quotidienne de solutions construites localement qui, à mon avis, valorisées, pourrait être un socle de solutions, un réservoir d'idées novatrices si tant est on accorde à ces initiatives la dignité de solution. Merci pour ces éclairages, Bakary Samb. Peut-être pour finir, pouvez-vous nous dire quelques mots de l'institut que vous dirigez, le Timbuktu Institute, qui, si je comprends bien, fait partie de ces initiatives endogènes de la société civile que vous pensez qui sont utiles à l'avenir de la région sahélienne? Oui, l'Institut Timbuktu est né du prolongement
de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique que j'avais fondé au sein du Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger et qui est devenu par la suite en 2016 un think tank autonome et qui travaille dans l'ensemble sahélien, bien que le bureau principal ait été à Dakar et aujourd'hui à Bamako et à Niamey. Dans cette perspective, c'était dans le cadre justement de réaliser qu'il était temps, sur toutes les questions importantes du monde, qu'émergent des voix du Sud. Des voix non seulement audibles mais crédibles, se mettant au standard de la recherche moderne et pour véritablement contribuer à la mise en place de ces solutions-là. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui dans le Sahel, quand on regarde par rapport à ce que j'ai dit au début, que nous sommes en train de nous focaliser sur les symptômes de mal profond en oubliant les racines de ce mal, on est allé trop loin dans le tout sécuritaire. Et pendant très longtemps négligé qu'il devait y avoir un nexus développement et sécurité. Je vois que les tendances actuelles vont dans ce sens-là avec l'Alliance Sahel, avec d'autres initiatives, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait donner leur chance aux solutions préventives. C'est-à-dire que sur l'extrême violent, sur lequel je travaille très souvent, je raconte l'anecdote, c'est que lorsque on est venu me parler du CVE, contrer l'extrémisme violent, je leur ai dit que c'est 3 mots négatifs, contrer, extrémisme, violent. Je préfère éducation à la paix. Éducation à la paix parce que ça fera sens. La plupart des concepts que nous manipulons, la plupart des concepts que nous imposons à ce terrain sahélien, parfois ne veulent rien dire auprès des acteurs. C'est pour cela que nous sommes en train d'explorer les stratégies agiles, même dans des contextes de crise, prenant en compte la créativité et la capacité de produire des solutions endogènes, mais ces solutions endogènes conjuguées aux affaires internationaux dans le cadre d'une co-construction. Et je crois qu'il faudrait aller dans ce sens-là, et sur l'extrême violente sur laquelle je travaille, pour mieux mitiger les solutions ultra-sécuritaires qui n'ont jamais donné de solution, ni en Afghanistan où les Américains sont restés plus de 15 ans, et en Irak et ailleurs, mais je ne crois pas que ces solutions purement militaires qui sont en train d'être mitigées aujourd'hui pourraient aider la région sahélienne à sortir de cette crise-là. Il faudrait investir dans la prévention. Dans cette prévention, il faut l'éducation. L'éducation qui, à mon avis, aujourd'hui, me semble être une arme de construction massive de citoyenneté, de paix, de solidarité. Merci, ce seront les mots de la fin et des jolis mots de la fin. Merci beaucoup Bakary Samb de nous avoir éclairé de vos perceptions sur la situation actuelle et sur l'avenir du Sahel. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Sahélien-Sahélienne 2040 du campus de l'Agence française de développement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mais en fait, qu'est-ce que le programme Sahélien-Sahélienne 2040 ? Le programme Sahélien-Sahélienne 2040 est porté par le campus de l'Agence française de développement, parrainé par l'écrivain Felwine Sarr, en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables, l'école doctorale des ateliers de la pensée, l'Inter-Réseau développement rural et l'agence Conseil Zeidé. Il rassemble une communauté d'actrices et d'acteurs du changement sahéliens qui ont l'envie de construire un nouveau récit collectif souhaitable pour leur région et d'agir ensemble pour qu'il se réalise. Pour découvrir le profil des personnalités inspirantes du programme Sahélien-Sahélienne 2040 et tous les épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site internet. À très bientôt!